Bonsoir à tous, l'actualité de ce mardi 20 février. Voici les titres pour commencer. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en Égypte pour une visite d'amitié et de travail. Adama Bictogo a échangé avec ses homologues présidents d'institutions parlementaires au Caire, avec le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat égyptien. Il a été question de rapprochement entre les parlements des deux pays. La construction de plusieurs chancelleries fait partie des actions prioritaires au titre des projets d'investissement public du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Priorité en 2024 dégagée au cours d'un atelier interne d'élaboration du portefeuille des projets d'investissement public du ministère. Et puis la France a dénoncé ce mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays. Paris appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. Bienvenue à vous tous. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en Égypte pour une visite d'amitié et de travail. Adama Bictogo a échangé avec ses homologues présidents d'institutions parlementaires au Caire, avec le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat égyptien. Il a été question de rapprochement entre les parlements des deux pays. On voit cela avec Konaté Moussa. Renforcement de la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'est tout le sens de cette visite d'amitié et de travail effectuée par Adama Bictogo au Caire, reçu par le président du Sénat égyptien, le président de l'Assemblée nationale et Abdelwahab Abdelrazek, échangent sur le rapprochement de leurs institutions parlementaires respectives. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir au sein de notre institution. Nous souhaiterions vraiment que ce soit une visite qui sera suivie de plusieurs visites et nous avons l'intention de s'aimer, de nouer une relation entre notre institution et son homologue ivoirien en Côte d'Ivoire pour pouvoir réaliser le bonheur de nos peuples. Les relations sud-sud aussi ont leur grande importance et il est bon donc à travers cette diplomatie parlementaire que nous puissions donc mettre en place des instruments qui renforcent encore les relations entre nos deux peuples. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte existent depuis 1973. Des liens de coopération aussi mis à profit dans le cadre parlementaire. La question est au cœur de cette séance de travail entre le président Adama Bictogo et Anafi Ali Ghebali, président de la Chambre des représentants d'Égypte. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Abdel Fattah. Donc ceci n'est qu'une logique. Nous repartirons avec beaucoup d'espoir pour la suite et nous restons convaincus que les deux pays vont encore plus renforcer leurs relations. La Chambre des représentants d'Égypte, instituée en 2012 en remplacement de l'Assemblée du peuple, compte à ce jour 596 députés. Le Sénat, quant à lui, créé en 2019, est composé de 300 sénateurs. Prenons tout de suite la direction de Bruxelles où se trouve en ce moment Laurent Gbagbo. Le ministre des Eaux et Forêts a rencontré le directeur général de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire veut faciliter la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire FLECT pour améliorer la gouvernance forestière. Franck Quadio. Le temps pluvieux de Bruxelles n'est pas un frein à la volonté de la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Eaux et Forêts de mener à bien l'accord de partenariat volontaire FLECT signé avec l'Union européenne. Après la signature de l'accord qui a valu plus de 10 années de négociations, la mise en œuvre demeure une préoccupation pour Laurent Gbagbo. Le sens de cette rencontre avec le directeur général pour les partenariats internationaux à la Commission européenne. Le gros défi qui reste à relever, c'est le défi de la mise en œuvre. Donc, nous sommes venus à la direction générale pour voir le directeur général, avec qui d'ailleurs nous avons paraphé cet accord, pour qu'il puisse, au niveau de l'Union européenne, prévoir des mécanismes pour nous appuyer, pour que nous soyons beaucoup plus efficaces dans l'atteinte des résultats. Le plan d'action de l'Union européenne contre les produits forestiers issus de la déforestation, un engagement.
Il y a beaucoup de choses qu'on doit regarder en détail, les systèmes qu'on doit mettre en place. Et là, donc, on veut décortiquer ça en détail et mettre en place, de notre côté, les mesures d'accompagnement financier, d'accompagnement technique, assistance technique, etc., justement pour vous permettre de réussir le mieux possible et le plus vite possible. L'APV FLECT, cet accord bilatéral entre exportateurs de bois et Union européenne garantit la légalité et la traçabilité des produits bois à travers plusieurs systèmes de vérification. L'objectif est de réduire de 10 à 30% du bois exporté responsable de la déforestation dans le monde. Du côté européen, on fait aussi des efforts. Le système RBUE permet le contrôle du bois illégal. Des efforts pas vains, il y va de la préservation de la planète. Je le disais à l'instant, la construction de plusieurs chancelleries fait partie des actions prioritaires au titre des projets d'investissement public du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Priorité en 2024 dégagée au cours d'un atelier interne d'élaboration du portefeuille des projets d'investissement public du ministère. Michel Digré. Faire le point des investissements déjà réalisés et établir les priorités au titre de l'année 2024. Tels sont les enjeux de cet atelier d'élaboration du portefeuille des projets d'investissement public du ministère des Affaires étrangères. Nous avons réhabilité le patrimoine immobilier, par exemple au Danemark, avec la réhabilitation de la chancellerie et de la résidence. Nous avons réhabilité la résidence de l'ambassadeur au Canada. Nous avons aussi fait des acquisitions. En Corée, par exemple, les loyers là-bas nous reviennent excessivement chers. Et donc nous avons fait l'acquisition de la résidence. Nous sommes en train de penser à acquérir la chancellerie. Dans un certain nombre de pays, nous avons des projets qui sont en cours et qui se poursuivent, tels qu'au Ghana, où nous avons une chancellerie en construction. Les travaux ont par ailleurs permis aux participants de comprendre les enjeux de l'élaboration d'un projet d'investissement public. Vous définissez les projets, vous les planifiez, ensuite vous les mettez en œuvre. Sans planification, on ne peut pas développer les projets. La prochaine étape sera la recherche de financement pour la mise en œuvre de tous ces projets. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance ouvre des consultations sectorielles pour l'élaboration du plan stratégique 2024-2026. Le patron de l'institution, Zoro Epifane Balo, veut atteindre d'ici 2027 le score de 50 sur 100 dans le classement de Transparency International. Dangui. Promotion de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, veut se doter d'un plan stratégique 2024-2026 pour consolider ses acquis et gagner encore des batailles sur ces fronts. C'est dans ce cadre que des représentants des administrations publiques et du secteur privé participent à une consultation sectorielle de 3 jours dans les locaux de la HABG. Entre autres objectifs de ce conclave de ces aspects de la question, travailler sur des thématiques permettant d'identifier clairement les liens entre la lutte contre la corruption et les enjeux de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau document de planification sera aligné sur le Plan national de développement 2021-2025, les objectifs de développement durable, tout en assurant sa cohérence avec la vision de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. La HABG veut ainsi améliorer sans cesse les performances de la Côte d'Ivoire afin d'atteindre d'ici 2027 le score de 50 sur 100 dans le classement de l'ONG Transparency International. L'atelier de consultation a pour objectif de permettre à l'HABG de s'approprier des priorités sectorielles de développement économique et social et d'identifier les axes pertinents de ces interventions en lien avec les attentes réelles des acteurs de l'écosystème de promotion de la bonne gouvernance. Selon le dernier rapport 2023 de l'ONG Transparency International, le score de la Côte d'Ivoire est passé de 37 sur 100 en 2022 à 40 sur 100 en 2023, faisant ainsi passer le pays de la 99e place à la 87e place sur un total de 180 pays, soit un gain de 12 places en une année. Quel avenir pour la presse écrite à l'ère du digital? Une étude financée par l'Union européenne vient répondre à cette question. Elle donne des pistes de solutions face à la crise que traverse la presse papier. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a réceptionné les résultats de cette étude. Ismaël Déo, Davis Oyo.
Le modèle économique et la professionnalisation de la presse en Côte d'Ivoire a servi d'étude à un cabinet d'aide au développement. Au terme de travaux menés durant 5 mois, une cérémonie de restitution a lieu ce jour. Ces résultats mettent l'accent sur l'avenir de la presse écrite suite à la crise que connaît ce secteur. On a mis l'accent sur la génération de revenus, que ce soit classique ou sur Internet, en examinant quelles étaient les nécessités. Il faut améliorer le management des organes de presse privés parce qu'ils sont confrontés à des défis qui sont assez majeurs sur le plan économique. Remis au ministre de la Communication par l'Union européenne, partenaire financier, ce document devrait aider la presse à faire face à plusieurs défis. Pour l'Union européenne, elle s'inscrit dans nos priorités en matière de soutien à l'état de droit, de démocratie et des droits humains. Ces valeurs sont des valeurs partagées avec la Côte d'Ivoire, comme l'atteste notre collaboration dans le cadre de cette étude. Elle offre un état des lieux et une analyse fine de la situation de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Elle propose des pistes de solutions opérationnelles et préconise une réponse holistique. Avec l'avènement des nouveaux médias, nous avons de plus en plus de numérique qui est présent. Cela a pu entraîner aussi, je dirais, un désamour pour la presse papier. Donc il était important de faire une étude globale qui prenne en compte tous les acteurs de la presse et dégager des recommandations. Ce rapport de plus de 180 pages pour 20 recommandations met en lumière les mots qui minent la presse. Entre autres, le cadre juridique et réglementaire, les contenus éditoriaux, la formation, la crise de la distribution de la presse, les défis de la transition numérique. Café Cacao, comment garantir la pérennité de la filière? Cela passe par la production durable de ce binôme. C'est une exigence de la chaîne internationale de commercialisation. Le Conseil Café Cacao et ses partenaires techniques sont donc en réflexion. Lancine Bakayoko nous en parle. Ces réflexions sur la production durable du café et du cacao visent à définir des axes clés d'intervention et d'établir une feuille de route en vue d'un document stratégique. Un document stratégique devenu nécessaire au regard des nombreux défis. Nous avons le changement climatique. Comment nous aurons des plans adaptés pour donner à nos planteurs qu'on puisse continuer à produire du cacao. À cela, il faut ajouter l'urgence de redynamiser la recherche scientifique. Nous allons reprendre d'une certaine façon en liaison avec le Centre national de recherche agronomique. Nous allons faire la réhabilitation des centres, des centres de recherche, l'équipement, la mise à niveau des laboratoires, et faire en sorte qu'on puisse faire la recherche de façon conséquente pour nous aider à maintenir le patrimoine à un niveau conséquent. Ces réponses opérationnelles devraient augmenter la part du café et du cacao dans la mobilisation des recettes budgétaires. D'autant qu'avec l'émergence de nouveaux marchés de consommateurs, la tendance à terme sera toujours un marché fortement demandeur. Je voudrais encourager l'initiative prise par la Direction générale du Conseil du Café Cacao qui déploie d'importants projets de redynamisation de la filière, notamment le recensement des producteurs, la mise en place d'un système national de traçabilité, le projet de promotion de l'agroforesterie, le déploiement de la norme régionale sur le cacao durable, AERS 1000, etc. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de maintenir son rang de leader mondial du cacao et de progresser parmi les pays phares du café. Le café-cacao, c'est 14% du PIB, 40% des recettes d'exportation et au moins 1 million d'acteurs terrain. Face à la prolifération des déchets plastiques en Côte d'Ivoire, une solution s'impose. Il s'agit de l'économie circulaire. Ce modèle de production et de commercialisation et de consommation également est porté par l'Agence nationale de gestion des déchets. Immersion avec Jean-Michel Okwadio et Léon Brou. Dans cette unité de valorisation de déchets plastiques à Yopougon-Sidessi, travaille Yvette depuis 8 mois. Sa tâche, collecter les objets usagés. C'est au milieu de cet tas d'immondices qu'elle passe ses journées. 16 heures, Yvette et ses amis enfilent tenue et gants pour la dernière collecte du jour. Le matin, lorsqu'on arrive d'abord au labo, on rassemble les matériaux. Voilà. Ensuite, on va sur le lieu. Étant là-bas, nous comptons les sacs,
Lorsqu'on finit de compter les sacs, maintenant, chacun prend son sac et puis on va sur le terrain, c'est-à-dire qu'on collecte les bidons. Ce travail me procure une joie. Après la collecte, place au tri des déchets plastiques. À cette seconde étape intervient Rebecca. Elle comptabilise une année de service. Ce métier, une aubaine. Au plus grand à 8 heures, on commence à trier. On se repose un peu jusqu'à 13h30. On répond jusqu'à 16h. Puis on s'en va à la maison. L'argent que je gagne là, je prends pour regarder mes enfants. Il y a d'autres qui sont en 6e. Sélectionnés, les déchets plastiques sont acheminés vers la machine à paver. 1000, c'est le nombre de pavés produits par jour. Collecter, trier, transformer les déchets plastiques en produits réutilisables, le quotidien de Karl, le chef des opérations de cette unité. Pour lui, plus que des déchets, c'est à Dimondis une mine d'or. L'équipe de collecte, elle va dans les bassins, au bord des plages, pour pouvoir collecter tous ces bidons-là qui se retrouvent dans ces endroits-là. À leur tour, l'équipe qui est chargée de faire le tri essaie de dissocier le bidon même du couvercle. Voilà, parce que ce sont des matières différentes. Et ce sont les bidons qui sont utilisés pour produire les pavés. C'est environ 1000 pavés par jour, un bon chiffre d'affaires. Passionné par la préservation de l'environnement, Karl en fait un sacerdoce. Titulaire d'une licence en philosophie, sa vie se résume à l'économie circulaire. L'ambition majeure, c'est de lutter contre la prolifération des déchets plastiques au bord de nos lagunes et dans les caniveaux, parce que ces déchets-là obstruent les caniveaux, empêchent l'écoulement des eaux. Après Yopougon, cap sur le plateau. Ici, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques et des start-up sensibilisent à la collecte des déchets. Plus de 6000 tonnes collectées en 2023 à Abidjan et à Bouaké. Nous avons donc procédé à la sensibilisation sur la collecte, procéder à la sensibilisation sur le tri également et faire en sorte que nous puissions collecter dans les bassins versants, par exemple, les déchets plastiques et faire en sorte que ces déchets-là soient transformés au niveau des structures appropriées. La valorisation des déchets est l'un des éléments clés de la politique nationale de gestion des déchets. Il est bien indiqué de passer à une phase de transformation de ces déchets-là afin de réduire l'impact des déchets sur nos infrastructures. Il est prévu aussi également pour le cours des prochaines années de construire dans chaque région de la Côte d'Ivoire ce que nous appelons une intercommunalité. L'intercommunalité, c'est quoi? Au lieu de construire dans chaque ville une décharge, nous regroupons les villes autour d'une infrastructure de décharge. L'économie circulaire apparaît de plus en plus comme une solution pour lutter contre l'insalubrité et favoriser l'employabilité des jeunes. Chez nous, quand nous faisons la collecte, on fait le tri, ensuite on fait le traitement en les lavant et ensuite on peut les broyer. Quand vous les broyez, ça devient des broyats ou des granulés. En deuxième position, vous pouvez les compacter et ça devient des balles compactées. Et en troisième position, on peut les transformer en des pavés. Et c'est un nouveau domaine qui produit beaucoup d'emplois. Si le domaine est mieux organisé, il y aura beaucoup d'emplois qui peuvent être créés. Voilà. Et c'est surtout le côté d'emploi qui m'a motivé à créer une entreprise pour pouvoir participer à la lutte contre la pollution plastique, à la lutte contre le chômage et à la protection de notre environnement. Actuellement, nous avons 25 employés. De 242 millions de tonnes en 2016, le volume mondial de déchets plastiques devrait atteindre les 3 milliards 400 millions de tonnes en 2050 selon la Banque mondiale. Face à une telle prolifération, une solution s'impose, l'économie circulaire. Le centre médical des armées du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné dans la commune d'Adjamé a été rénové et mis en service. Une rénovation rendue possible grâce au fonds de prévoyance militaire en collaboration avec la direction de la santé et de l'action sociale des armées. Walter Amadou Ouattara. 5 mois ont suffi pour la rénovation du centre médical des armées du groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné, c'est dans la commune d'Adjamé. Le Fonds de prévoyance militaire, FPM, en collaboration avec la direction de la santé et de l'action sociale des armées, a investi plus de 207 millions de francs CFA, soit 47% pour les infrastructures, 34% pour l'équipement et 19% pour la formation des personnels de santé. Pourquoi le FPM
entreprend de réhabiliter le centre de santé, le militaire, son conjoint et ses enfants à charge ont droit à la gratuité des consultations et des soins médicaux dans les formations sanitaires des forces armées et dans les formations sanitaires publiques. À la mise en service de l'établissement sanitaire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, souligne la qualité de l'ouvrage et les avantages pour la grande muette. Toutes ces réhabilitations auront donc le mérite de réduire le coût de prestation de santé, évidemment pour les fermes, maintenir le militaire et ses ayants droit dans leur environnement en caserne, tout en bénéficiant de qualité de service adaptée, parce que délivrée par des professionnels de santé dont la compétence est établie et qui sont eux aussi soumis aux suggestions de la vie militaire, donc à une disponibilité permanente. Ces infrastructures sanitaires permettront aussi de consolider le lien de confiance entre les adhérents et la mutuelle et évidemment le lien armée-nation. Dans le cadre du renforcement des liens armée-nation, en plus des militaires et leurs familles, la population issue des autres couches sociales et professionnelles peuvent bénéficier de soins dans ce centre sanitaire. Cependant, elles doivent s'acquitter des frais réglementaires. On passe au football. C'est officiel. Hermès Faé a été confirmé à son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, avec laquelle il a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'a annoncé le président de la fédération, Idriss Diallo, ce lundi. Herman Guivet. Après l'état de grâce, la confirmation pour le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Hermès Faé, dans le sillage de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire depuis 2021, Hermès Faé entame la CAN 2023 Made in Côte d'Ivoire avec confiance et sérénité comme l'ensemble de ses collaborateurs. À la suite de l'échec cuisant de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, 4-0, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur français qui tient les rênes de l'équipe, est déposé par les instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Les rênes de l'équipe sont alors confiées à Hermès Faé en qualité d'entraîneur intérimaire. Il a la lourde tâche de définir une nouvelle trajectoire à une équipe quasi déboussolée qui retrouve les chemins de la compétition grâce au professionnalisme d'une équipe marocaine de football. À la tête de l'équipe, Hermès Faé enchaîne des victoires spectaculaires. Tombeur du Sénégal, détenteur du titre en 8e de finale, du Mali en quart de finale, de la République démocratique du Congo en demi-finale et du Nigeria en finale. Sa proximité avec les joueurs, sa compréhension du jeu, ses choix tactiques lui attirent le respect, la considération et l'amour du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire arrache ainsi sa 3e étoile et devient championne d'Afrique de football. Au regard des performances réalisées, des résultats obtenus, il est confirmé depuis hier, 19 février 2024, sélectionneur titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, au cours d'une présentation officielle du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans la commune de Cocody. Hermès était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Et il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Ces perspectives déjà déclinées, préparer les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, mais également la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Maroc en 2025. Et Jean-Louis Gasset qui, lui, est devenu aujourd'hui le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. On en vient à ce panel qui a réuni des jeunes leaders des partis politiques autour de la question des droits humains. L'initiative est du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Éric Ogoré. Renforcer le rôle et la place des jeunes au sein des formations politiques. Tel est l'objectif de cette rencontre de ces jeunes leaders affiliés aux différentes formations politiques. Une mise à niveau qui résulte de leurs échanges au cours de ce panel organisé par le Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH entend encourager la présence et l'action des jeunes de Côte d'Ivoire. Les jeunes doivent désormais s'impliquer davantage et jouer des rôles prépondérants au sein des partis politiques. Nous saluons cette initiative qui met en avant les jeunesses des partis politiques et en même temps met en lumière la volonté de nos partis politiques
à donner toute leur place aux jeunes. Les échanges et débats ont meublé cette rencontre. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Nabisata Sangaré, souligne l'importance de cette initiative. La jeunesse incarne donc, pourrait-on dire, l'élan vers l'avenir. Représentant aujourd'hui, selon les Nations Unies, 16% de la population mondiale, soit 1,2 milliard de jeunes, la jeunesse exige de pouvoir bénéficier de plus en plus de possibilités justes, équitables et progressistes au sein de la société. Elle aspire à une société d'affirmation de soi, d'opportunité et d'égalité pour contribuer à sa façon à la construction de la nation et d'une société plus démocratique. Plus de 200 participants ont pris part à ce panel qui s'est tenu à la mairie de Yopougon. Le président du Front populaire ivoirien FPI a reçu en audience une délégation du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les enjeux et défis politiques avec en ligne de mire la présidentielle de 2025 au cœur des échanges. Souleymane Denisongou, Marie-Chantal Akanta. Siège du Front populaire ivoirien FPI. Une délégation du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, reçue par le premier responsable du parti, Pascal Affi Nguesson. Le directeur des affaires politiques au sein de cette institution sous-régionale, Moudjib Djinadou, indique les raisons de cette visite. On a profité pour des artistes ivoiriens malgaches sur une même scène, des artistes ivoiriens malgaches. Dans cette sous-région dont notre bureau s'occupe, sur les affaires politiques, où l'attention est mise surtout sur les pays qui sont un peu en ébullition en ce moment. Il ne faut pas négliger les développements dans d'autres pays très importants de notre sous-région. Le Nigeria vient d'avoir des élections, le Ghana va avoir ses élections et la Côte d'Ivoire aura des élections l'année prochaine. Donc ça fait aussi partie de nos discussions. On a pu recueillir les points de vue du Premier ministre et évidemment ça a été très, très informatif. Les discussions ont couvert plusieurs sujets relatifs à la situation nationale et régionale, notamment la nécessité de coordonner les efforts pour consolider la paix et la sécurité et le développement dans la sous-région. Une visite du représentant spécial de l'UNOAS, Leonardo Santos Simao, dans les locaux du FPI est prévue dans le courant du premier semestre 2024. Des artistes ivoiriens et malgaches sur une même scène. C'est dans la commune de Cocody qui a abrité la première édition de la soirée Ivoiro-Malgache, une tribune de rapprochement pour les deux peuples. Serge Pacom Didier Nguessan. Unis et réunis les peuples malgaches et ivoiriens par le biais de la culture. Tel est l'objectif majeur de cet événement. Une ambiance conviviale et bon enfant avec des prestations très enlevées d'artistes ivoiriens et malgaches. L'objectif pour nous, c'était de montrer que deux pays pouvaient être amis et frères à travers la culture. Madagascar vient participer à la célébration de cette fête-là. La beauté était également au rendez-vous de cette soirée. C'est ma toute première fois en Côte d'Ivoire. Vu que c'est ma première fois, c'est très génial. Il y a tant de choses qu'on peut exploiter et la ville est très grande. Au-delà de promouvoir la culture malgache en Côte d'Ivoire, les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et Madagascar, cette rencontre vise également à promouvoir la coopération à tous les niveaux entre les deux pays. D'où des partenariats déjà noués entre Sambava, une ville malgache, et Cocody, la commune hôte de l'événement. Je pense que cette alliance a déjà été faite entre Madagascar et les pays africains, donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, le Bénin. Mais un juste bon retour. Pour développer une ville, pour développer un pays et pour donner du bonheur aux administrés, à la population, il faut cet échange culturel entre deux pays, entre deux populations. C'est pour aller un peu plus dans la fraternité, immersion totale entre la population ivoirienne et malgache. Cette soirée ivoiro-malgache peut aussi annoncer les couleurs de la 3e édition du festival Waka Waka qui se tiendra au début du mois de décembre prochain à Sambava sur la Grande Île.
On termine en bref et en image, je le disais en titre, la France a dénoncé ce mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays. Paris appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. La France est très préoccupée par la situation dans l'est du Congo et dans le Nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Saké. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RD Congo et la situation des populations civiles sont inadmissibles, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. Point final, excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.